Bonjour les 6e 4, alors bienvenue pour ce premier cours à distance en physique-chimie. Alors aujourd'hui on va continuer le chapitre 6 de votre cahier, donc il faut vous munir de votre cahier, de quoi écrire. Alors dans le chapitre 6 on fait un rapide bilan de ce qu'on a fait avant, c'est le chapitre qui s'intitule Comment obtenir de l'eau pure. On a fait le grand 1 et on a précisé ce qu'il se passait quand on versait un solide dans de l'eau, d'accord? Donc ça a été un petit rappel pour refaire des schémas et surtout le moyen de définir les termes importants, d'accord? Donc le verbe se dissoudre et les deux termes importants, une espèce qui est soluble et une espèce qui est insoluble. D'accord? Donc une espèce soluble va se dissoudre dans un liquide, par exemple dans l'eau, d'accord? Une espèce insoluble ne va pas se dissoudre dans un liquide, exemple l'eau. Ensuite, nous avons fait une deuxième activité et on s'est demandé est-ce que les composés solubles étaient solubles indéfiniment dans l'eau ou dans leur liquide? En fait non, d'accord, on s'en doutait, donc à un moment on arrive à ce qu'on appelle à saturer notre solution et soit le sucre soit le sel dans nos exemples était venu se déposer sous forme solide au fond de la solution. Donc on avait fait le bilan, on a défini ce qu'était une solution saturée, d'accord, une solution par exemple saturée en sel, c'est une solution qui ne va plus pouvoir dissoudre de sel et on va retrouver en fait des morceaux solides de sel au fond du tube. D'accord? Alors, ce qui nous a occupé lors de notre dernier cours, c'était la question suivante, que se passe-t-il lorsqu'on réalise un mélange? D'accord? Donc c'est notre activité numéro 3. Vous avez donc réalisé deux manipulations. Dans un premier tube à essai, vous avez versé du vinaigre dans un autre tube à essai, vous avez versé l'eau, et dans ces deux tubes à essai, vous avez introduit des morceaux de crème. Ok? Donc vous avez fait les schémas et les observations, et c'est ce qu'on va compléter et corriger maintenant. Alors, on y va. Dans le premier schéma, vous devez avoir introduit un liquide, et c'était du vinaigre. D'accord? Donc votre schéma doit être complété, et on doit trouver donc, un endroit dans le tube à essai, ici un peu plus haut, un peu plus bas, un niveau qui nous précisait que vous avez introduit quelque chose dedans. Ensuite, vous avez donc fait une flèche pour préciser ce qu'il y avait à l'intérieur. D'accord? Donc, on précise qu'à l'intérieur, vous avez introduit du vinaigre. Ok. Ensuite, vous avez rajouté quelque chose à l'intérieur de ce tube, donc vous devez avoir fait une flèche comme ceci pour nous indiquer que vous avez rajouté donc à l'intérieur donc de la craie. Voilà. Ensuite, vous avez donc obtenu et observé quelque chose. Donc, vous avez toujours le niveau du liquide qui est comme ceci. À l'intérieur, on observait toujours notre petit morceau de craie. Alors, on va prendre ça. Hop. Tac. Voilà. Notre petit morceau de craie. Ok. Et vous avez dû observer autour de ce morceau de craie, et on ne voyait pas grand chose, d'accord? Parce que c'était devenu tout blanc. Et en fait, au-dessus, il y avait une mousse. Donc ce que vous avez vu de tout blanc, c'était tout simplement des toutes petites bulles, d'accord, qui remontaient les unes à la suite des autres. D'accord? Elles étaient extrêmement fines. Ce qui fait qu'on a l'impression que c'était tout blanc, mais on avait plein de bulles qui montaient avec de la mousse au-dessus, d'accord? Donc vous devez me faire apparaître sur le schéma le morceau de craie qui était toujours visible, d'accord? Et vous faites des bulles, et on va préciser bien sûr sur le schéma ce que c'est, parce qu'on a beau être des super dessinateurs, quand on fait un schéma, on précise toujours ce qu'on a fait. Alors, on va chercher la flèche, excusez-moi. Donc ici, on y va. Tac, donc on a toujours ici notre morceau de craie. D'accord. Et on a enfin au-dessus des bulles.
Bien sûr, c'est une vidéo, vous pouvez bien sûr faire des pauses autant que vous voulez pour compléter ce schéma et le faire le plus proprement sur votre cahier. D'accord? À la suite, vous avez donc fait une deuxième manipulation. Cette fois-ci, on a toujours introduit un liquide, mais ce n'était pas du vinaigre, c'était de l'eau. D'accord? Donc on précise tout ça. Hop. Ici, tac, on a introduit de l'eau. Et au-dessus, vous avez rajouté de la craie. Est-ce que... Ouais, c'est pas terrible, mais bon. On va faire comme ça. Tac. Et ici, donc, vous avez rajouté la craie. D'accord. Et au final, nous avons observé que le morceau de craie était toujours au fond de notre tube à essai. Ça, pas de problème. On l'a tous vu. D'accord. Je vais y arriver, pardon. Hop. Et le liquide n'avait pas disparu. Et on observait rien. D'accord. Le petit morceau de craie était dedans. Voilà. Il y a peut-être pour certains d'entre vous des petites bulles qui se sont échappées du morceau de craie, mais vraiment beaucoup moins qu'à côté. À côté, on avait vraiment quelque chose de notable et d'observable qui se passait. Ici, il ne se passait pas grand-chose. Donc, une fois que ces schémas sont complétés, il nous manque une chose. Pour compléter notre schéma, on doit préciser que ceci, c'est notre morceau de craie toujours. Il n'a pas bougé. Hop, il est resté tel quel, pardon. Hop, on précise craie. Voilà. D'accord, donc là, notre schéma est complet, et il nous reste plus que maintenant qu'à compléter les observations. Alors, on y va. À la suite. Donc, soit à la suite sur la feuille si vous avez de la place, soit à la suite de votre cahier. Il n'y a pas de problème. Donc, lorsque l'on introduit hop, un morceau de craie dans du vinaigre, on observe la formation de bulles. Alors dans la vie de tous les jours, on observe des fois ce même phénomène. On met un composé solide dans un verre d'eau et on observe la même chose. On observe plein de bulles qui se forment. Donc pour certains d'entre vous, vous le savez, c'est un médicament. Donc c'est un médicament, donc soit c'est du paracétamol effervescent, d'accord? Donc c'est ce qu'on appelle du Doliprane effervescent, ou c'est aussi ce qu'on appelle de l'efferalgan, d'accord? Donc on met notre cachet comprimé dans de l'eau et en fait il va y avoir, comme ici, formation de bulles. D'accord, donc on appelle ça une effervescence. Donc on va déjà corriger ici. On observe la formation de bulles. Hop, le virgule. C'est une effervescence. Alors à la suite, on va préciser l'observation pour l'eau. Donc cette fois-ci, lorsque l'on introduit un morceau de craie dans de l'eau, il ne se passe rien. D'accord? Logiquement, certains d'entre vous ont déjà fait des observations, donc soit vous complétez vos observations, soit vous corrigez vos observations, soit elles sont complètes et valides, donc vous les laissez tranquilles. Voilà. À partir de là, nous avons donc fait les observations de notre petite expérience. D'accord? Alors, le but de cette expérience est de définir cette chose un peu particulière qui s'appelle en fait une transformation chimique. D'accord? Donc, on a introduit un morceau de craie dans du vinaigre. D'accord? Est-ce qu'il y a du gaz dans le vinaigre?
Non, le vinaigre, c'est quelque chose que vous allez trouver très facilement dans votre cuisine. Vous pouvez le goûter, ça va avoir un goût très acide, d'accord? Par contre, ce n'est pas gazeux, donc il n'y a pas de gaz dans le vinaigre. Ok? Un morceau de craie. Bah, quand vous prenez un morceau de craie et que vous le cassez, il va pas faire pshhh. Non, il n'y a pas non plus de gaz à l'intérieur de la craie. D'accord? Ça peut être un petit peu poreux et ça peut piéger quelques bulles d'air à l'intérieur lors de sa formation, mais ce n'est pas du tout gazeux. D'accord? Donc il n'y a pas de gaz dans la craie. C'est un solide. Pourtant, lorsque je vais mélanger le vinaigre et la craie, je vais former un gaz. D'accord? Ce gaz, bah, c'est donc quelque chose de parfaitement nouveau. Il n'était pas présent ni dans le vinaigre, ni dans la craie. D'accord? C'est une espèce chimique qui est nouvelle. Donc, comme je forme une espèce chimique qui est complètement nouvelle, c'est ce qu'on va appeler une transformation chimique. Je prends un premier composé, du vinaigre, je prends un deuxième composé, de la craie, je mélange ces deux composés chimiques ensemble, et je vais obtenir un troisième et nouveau composé chimique, ici c'est du gaz. D'accord? Donc c'est la définition d'une transformation chimique. Pour observer une transformation chimique, il faut mettre en contact deux composés chimiques, et ces deux composés chimiques vont disparaître, et ils vont former un troisième nouveau composé chimique, qui n'était ni présent dans l'un, ni présent dans l'autre. D'accord? Donc c'est ce qu'on va noter à la suite, et qui va être donc le bilan de cette activité numéro 3. Donc, on y va à la ligne, en vert, petit 3, en petit 2, pardon, bilan de l'activité numéro 3. Alors c'est parti. Lorsque l'on réalise certains mélanges, on peut observer une transformation chimique. Oups. Alors le terme transformation chimique, on va le souligner parce que c'est lui qui est important. D'accord? Et c'est lui qu'on va définir juste en dessous. Donc, à la ligne, on va noter la définition. Donc, définition, 2 points. Transformation chimique. Ok, je vous rappelle que si vous voulez noter toute la définition en rouge, vous pouvez noter toute la définition en rouge. Sinon, moi, je ne noterai en rouge que les termes importants de la définition. D'accord? Alors, c'est parti pour la définition de notre transformation chimique. Donc, lors d'une transformation chimique, alors là, c'est le terme transformation chimique qu'on va remettre en rouge. Est-ce que ça marche? Non, hop. Donc on va mettre ça en rouge. Toc. Ok, donc lors d'une transformation chimique, on met en contact deux substances qui vont, attention, là aussi, on met en rouge, réagir. En fait, lors de cette réaction, elles vont même disparaître. D'accord? Vous avez pu l'observer au cours de la manipulation, le morceau de craie, en fait, petit à petit, il se disloquait, il disparaissait. D'accord? Donc, lors d'une transformation chimique, on met en contact deux substances qui vont réagir, entre parenthèses, disparaître, et on va observer la formation
Donc ça aussi, on le note en rouge. D'une, ça aussi on le note en rouge. Nouvelle substance. Ok, donc c'est la première fois qu'on voit une transformation chimique et qu'on définit une transformation chimique. On va essayer d'être bien rigoureux sur le terme, d'accord? Donc pour observer une transformation chimique, il y a au moins deux substances, logiquement, qui sont en contact. Ces deux substances vont disparaître, vont être consommées, d'accord? Et il y a forcément formation d'une nouvelle substance, d'accord? Donc c'est ça qu'on appelle une transformation chimique. À la suite, on va donc utiliser cette définition de la transformation chimique pour interpréter la réaction que vous avez fait vous-même entre le vinaigre et le morceau de craie. Alors on y va. À la suite, en bleu, on va noter interprétation. Vous sautez juste une ligne. On est toujours dans le bilan. D'accord. Et on va juste interpréter en termes de transformation chimique notre expérience. Ok. Et en fait, c'est quelque chose que vous devez être capable d'identifier. C'est-à-dire que vous faites un mélange et ensuite vous devez être capable de m'interpréter si c'est une transformation chimique ou pas. Donc on est parti. Lors de l'expérience précédente, la craie et le vinaigre. Donc là, on va pouvoir dire réagissent. On a vu le terme ensemble. Virgule. Ils disparaissent. Ok. Dans le même temps, pardon, on observe la formation de bulles. Deux points. Il y a formation d'une nouvelle substance, virgule, un gaz. D'accord? Ce qui fait qu'on applique bien notre définition en identifiant les deux espèces chimiques qui disparaissent ou qui réagissent ensemble, et on identifie la formation d'une nouvelle substance, donc ici, un gaz. D'accord? Alors, très bien pour ce grand 2, et on va donc passer maintenant au grand 3. Alors, vous sautez une ligne, et à la suite, on passe donc au grand 3. Ce grand 3 s'intitule « Les mélanges sont-ils tous les mêmes ?» Alors bien sûr, si on se pose la question, c'est que non, les mélanges ne sont pas tous les mêmes, et on va observer donc cela, différents mélanges. Et voir comment est-ce qu'on va pouvoir les différencier. Alors, on y va à la suite. Vous sautez une ligne. Voilà. On observe l'évolution dans le temps. On observe l'évolution dans le temps
d'un verre de jus d'orange frais et d'un verre de thé. Ok, alors, pour ça, on y va. On a donc ici 2 verres. Merci. Donc ici, un verre de jus d'orange et un verre de thé. Et on va observer leur évolution au cours du temps. Donc ça, c'est à l'instant t égale 0. 10 minutes plus tard, ce sont toujours les deux mêmes verres de jus d'orange et verre de thé, on observe ceci. Encore 10 minutes plus tard, encore 10 minutes plus tard, toujours 10 minutes plus tard, et enfin. D'accord? Donc, à la fin de ce temps, environ 50 minutes plus tard, on observe clairement une différence entre le verre du jus d'orange maintenant et le verre du jus d'orange initial. Par contre, au niveau du verre de thé, on ne voit pas de différence. D'accord? Donc, si on observe plus précisément les verres de jus d'orange, au début, il n'y a aucune différence entre le haut et le bas. Et puis petit à petit, au niveau du bas, on voit arriver une phase plus claire. D'accord? Et en fait, au-dessus, il y a quelque chose qui remonte. C'est simple, vous y pensez tous. Oui, c'est la pulpe du jus d'orange. D'accord? Donc ici, j'ai mon verre de jus d'orange qui est parfaitement mélangé. D'accord? Donc j'ai le jus et la pulpe qui sont mélangés. Puis quand j'attends, petit à petit, j'ai la pulpe qui remonte. D'accord? Et en bas, il reste du jus avec du sucre, mais il n'y a plus la pulpe. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il est périmé. Hein. Si je le remélange, hop, je vais retrouver ce verre de jus d'orange là. Ok? Par contre, si je laisse encore le temps faire, il va se repasser la même chose. Si on regarde par contre le verre de thé maintenant, son aspect ne change pas au cours du temps. D'accord? C'est bien un mélange, c'est de l'eau, avec de la théine qui est à l'intérieur, des arômes, et puis aussi avec des colorants. D'accord? Et ça n'évolue pas. Ok, là ça ne change pas. Donc j'ai deux mélanges différents. Ok, un mélange pour lequel en fait je ne vois pas la différence entre les différents constituants à l'œil nu, alors que ce mélange-là, j'arrive à voir à l'œil nu les différents constituants. D'accord? Donc on a deux grandes classes de mélanges, les mélanges pour lesquels on ne fait aucune différence entre les constituants, et les mélanges pour lesquels on va faire une différence entre les constituants. Là, je peux dire que dans le jus d'orange, il y a du jus et de la pulpe. D'accord? Alors que là, vous ne pouvez pas me dire, il y a la théine qui est ici, le colorant qui est là, et puis il y a de l'eau ici. D'accord? Tout est parfaitement mélangé. Ces deux grandes classes de mélange, vous en avez déjà parlé pour la plupart d'entre vous en primaire. D'accord? On fait ça parce que c'est extrêmement simple à faire, et on fait avec de l'eau et de l'huile. D'accord? Donc on prend un verre, on met de l'eau et de l'huile dedans, et en fait, ils ne se mélangent pas. D'accord? Il y a l'huile qui reste au-dessus, et l'eau qui se place en bas. On a beau mélanger, ça fait un truc infâme au début, c'est bizarre, et puis après ça se resépare, il va y avoir l'huile au-dessus et l'eau en bas. D'accord? Donc ce genre de mélange, vous l'avez déjà vu, et pour ceux qui s'en souviennent, c'est ce qu'on appelle un mélange hétérogène. D'accord? Donc premier côté, c'est ce qu'on appelle un mélange hétérogène. On arrive à faire les différences à l'œil nu entre les constituants du mélange. De l'autre côté, on n'arrive pas à faire la différence des constituants à l'œil nu, c'est donc ce qu'on va appeler un mélange homogène pour lui. Allez, on y va pour noter ces observations et noter donc ces définitions de mélange homogène et hétérogène. Alors, à la suite, observation. Donc, première chose, l'aspect du verre de jus d'orange évolue avec le temps. Point. La pulpe remonte à la surface. Pour la petite explication, c'est bien un verre de jus d'orange frais. C'est pour ça que la pulpe, elle remonte. D'accord? Si vous prenez un jus d'orange
qui est dit avec pulpe du commerce, en fait c'est pas vraiment de la pulpe, il a été centrifugé ce jus d'orange, donc en fait les petits morceaux de pulpe sont vraiment écrasés, et donc eux ils vont couler au fond de votre verre de jus d'orange, d'accord? Là c'est vraiment de la pulpe, on va dire fraîche, qui contient des petits sacs, d'accord, de jus à l'intérieur, et eux ils vont se remettre à flotter, d'accord? Donc dans un verre de jus d'orange du commerce, vous allez avoir la pulpe qui descend au fond, d'accord? Alors que dans un verre de jus d'orange frais, la pulpe elle remonte bien à la surface, d'accord? À la ligne, par contre, l'aspect du verre de thé n'évolue pas. On va souligner observation, ça fera quand même plus propre. Voilà. Donc, observation. À la suite, et ben on fait donc un petit point sur le vocabulaire. Donc, on note à la ligne, en vert si vous voulez. Bah non, en fait, en rouge, pardon, excusez-moi, on va noter tout simplement définition, parce que ce sont les définitions, et ce sont les définitions à connaître. Donc, définition. Alors là aussi, vous écrivez en rouge la définition si vous le voulez. Moi, je mettrai seulement les termes importants en rouge, à vous les souligner si besoin. Alors c'est parti. Dans un mélange, on va commencer par, là on va l'écrire en rouge, allez. Hétérogène, dans un mélange hétérogène, donc en rouge hétérogène. Dans un mélange hétérogène, d'accord, virgule, on distingue les constituants du mélange à l'œil nu. Ok. De toute façon, si vous n'êtes pas ok, vous n'avez rien le droit de dire. Allez, à la ligne. Dans un mélange. Donc là aussi en rouge, homogène. Dans un mélange homogène. On ne distingue pas les constituants du mélange à l'œil nu. Voilà donc les deux définitions d'un mélange hétérogène et d'un mélange homogène. D'accord? Donc définition qu'il faudra connaître et savoir appliquer. On vous donnera donc des exemples de mélanges et il faudra nous dire s'ils sont homogènes ou s'ils sont hétérogènes. Alors on finit avec ce dernier exemple. Donc on considère ici deux mélanges, d'accord? Une bouteille de soda, pour laquelle j'ai astucieusement caché la marque, d'accord? Et un verre, qui contient là aussi une boisson, d'accord? Nous avons ici deux mélanges, d'accord? L'un est homogène, l'autre est hétérogène. Oui, donc ce mélange-ci, quand la bouteille de soda est parfaitement neuve, le mélange est homogène. D'accord? C'est bien un mélange parce qu'il y a de l'eau, du sucre, du colorant, de l'arôme et aussi du gaz, et pourtant on ne va rien distinguer. D'accord? On est d'accord que la bouteille est posée et que personne ne l'a secouée. Donc là, oui, le mélange est parfaitement homogène. On ne voit pas à l'œil nu les constituants du mélange. Par contre, dans ce verre-là, la boisson, elle, est hétérogène. D'accord? On voit très facilement deux constituants, déjà le liquide et les glaçons, et on devine aussi un troisième constituant, la mousse avec les bulles.
d'accord, donc c'est-à-dire un gaz. Donc là, c'est un mélange hétérogène. On voit un constituant l'œil nu, d'accord, un constituant liquide, la boisson, un constituant solide, les glaçons, et un constituant gazeux, d'accord, sous forme de bulles et de mousse, juste ici. Voilà, donc c'est la fin de ce premier cours à distance pour vous les 6e 4. Vous devez donc compléter votre cahier avec ce qu'on vient de faire. Vous allez retrouver le cours complet au format PDF dans Pronote, dans le cahier de texte, comme d'habitude. Ok, pas d'exercice particulier à faire pour cette semaine. On va essayer de ne pas surcharger Pronote. Pour les semaines suivantes, vous aurez des petits exercices à faire qui peuvent être tirés de votre livre, d'accord. Et pour vérifier ça, en fait, je mettrai un thème sur Pronote que vous ferez. Ok. Eh bien, en attendant, passez une bonne semaine, pensez à vous protéger et à vous détendre. Allez, au revoir.